Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le premier tour de l'élection présidentielle s'est tenu ce samedi 22 février au Togo. Ce scrutin qui oppose 7 candidats, dont le président sortant Faure Gnassingbe, s'est déroulé dans le calme. Plus de 9300 bureaux de vote ont été installés à travers le pays. 22 février 2019, 22 février 2020, le mouvement de contestation populaire pacifique du Irak vient de célébrer son premier anniversaire en Algérie. Alors quel bilan tirer de cette mobilisation inédite? Élément de réponse dans cette édition. Et la Côte d'Ivoire ambitionne de doubler sa production d'énergie renouvelable d'ici 10 ans. Pour ce faire, les autorités ont décidé d'augmenter la souscription du pays au capital de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique afin d'attirer plus d'investisseurs. Les quelques 3,6 millions d'électeurs togolais avaient rendez-vous aux urnes ce samedi 22 février pour élire leur prochain président. Ce scrutin qui oppose 7 candidats dont le président sortant Faure Gnassingbe s'est déroulé dans le calme et malgré que certaines plateformes se soient vues retirer leur accréditation par la CENI, la présence de plus de 200 observateurs électoraux internationaux était à noter sur le terrain. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Fermeture des bureaux de vote au Togo et dans 6 pays de l'étranger. Place au dépouillement. Les Togolais se sont rendus aux urnes ce 22 février pour élire leur président pour un mandat de 5 ans. 3 614 056 électeurs sont convoqués pour le premier tour de la présidentielle. C'est ma première fois de participer à une élection comme ça. Donc, je suis venu aller voir les affichages là-bas, je n'ai pas retrouvé mon nom. Donc, je suis là pour voir si arrivé, je vais trouver mon nom. À Lomé, la mission d'observation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest supervise le déroulement des votes. Ils sont au total 280 observateurs électoraux internationaux présents au Togo. Les membres des bureaux semblent connaître leur travail. Donc, pour ce que nous avons visité ici, nous en avons visité 6 dans ce centre qui en compte de 13 et ils ont ouvert tous à l'heure. La CENI, quant à elle, quand elle reçoit l'ensemble des PV et des documents, des résultats de l'ensemble du pays, procède à un traitement de compilation pour arriver au résultat provisoire global. La proclamation des résultats définitifs du premier tour, si les candidats, aucun des candidats ne passe la barre des 50%, naturellement, il y aura nécessité d'aller au second tour. En rappel, ils sont 7 candidats en lice pour ce scrutin présidentiel, dont le président sortant Faure Gnassingbe au pouvoir depuis 15 ans et qui brigue un autre mandat. Également dans l'actualité, au Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar est redevenu premier vice-président ce samedi, un poste qu'il avait déjà occupé en 2011-2013, puis brièvement en 2016. Cette nouvelle nomination fait suite à l'accord de paix revitalisé signé en septembre 2018 pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, ce qui relance les espoirs de paix dans ce jeune pays après 6 années de guerre civile qui ont fait plus de 400 000 pertes en vie humaine, plus de 2,5 millions de réfugiés et plus d'1 million de déplacés. Le rassemblement pacifique et spontané du Irak vient de célébrer son premier anniversaire en ce mois de février. Ce mouvement est né après que le président Abdelaziz Bouteflika ait fait part de son intention le 10 février 2019 de briguer un 5e mandat. Cette mobilisation qui est née d'une volonté de rupture totale avec le système en place est parvenue à évincer le président Abdelaziz Bouteflika et a engendré l'arrestation de plusieurs hommes d'affaires et hommes politiques. Rétrospective de ce mouvement inédit avec Ibayako. Un an de manifestations et de contestations contre le pouvoir en Algérie. Les Algériens et les Algériennes sont mobilisés pour fêter cet événement de grande envergure. Ils le fêteront dans la rue comme à leur habitude ce vendredi 21 février, date à laquelle, un an auparavant, leur révolution a commencé. Une révolution avec 3 millions de personnes dans les rues qui a mené à la démission de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril 2019.
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, annonce officiellement ce samedi 2 avril sa décision de démissionner de son poste de chef de l'État algérien, une démission qui prend effet ce jour. Chaque vendredi, les manifestants sont de plus en plus nombreux dans les rues des wilayas. Ils revendiquent le changement, la libération des détenus du mouvement et la démission de toute la sphère politique algérienne actuelle. Des manifestations qui ont mené à de nombreuses altercations avec les forces de l'ordre, suite aux nombreux discours polémiques tenus par le chef d'état-major des armées Ahmed Gaïd Salah et le président par intérim Abdelkader Ben Salah, qui ont assuré la transition jusqu'à la prise de pouvoir de Abdelmajid Tebboune le 19 décembre dernier. Le 23 décembre 2019, Ahmed Gaïd Salah est décédé à l'âge de 79 ans. Un deuil national de 3 jours a été décrété en Algérie. Néanmoins, le président de la République Abdelmajid Tebboune reste déterminé et appelle au changement. Il se veut être à l'écoute des revendications des partisans du Irak. Nous devons, avec les Algériens et les Algériennes, aller sans attendre vers le chemin du changement. Le changement vers une nouvelle démocratie algérienne à travers une nouvelle constitution. Un changement profond de cette constitution nous permettra de répondre aux revendications du mouvement du Irak. Où c'est vous, où c'est nous, nous n'allons pas nous arrêter, scandent toujours les protestataires. 1 an plus tard, une élection présidentielle plus tard, les manifestations perdurent dans le pays. Le gouvernement actuel a lancé des mesures pour un changement radical en Algérie sous la demande du chef de l'État, notamment des consultations avec des personnalités politiques en vue d'amender la Constitution, dont le texte sera soumis prochainement à un référendum. En Guinée, les députés du principal parti d'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée, ont été empêchés ce samedi de tenir un meeting à Mamou, une ville du centre du pays, d'après le témoignage de plusieurs d'entre eux. Ils auraient été confinés dans leur hôtel. D'après leur dire, cette rencontre avait pour but de dénoncer les manœuvres du président Alpha Condé, auquel ils prêtent l'intention de briguer un 3e mandat non autorisé dans l'actuelle constitution. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un hub énergétique en Afrique de l'Ouest en misant principalement sur les énergies renouvelables, raison pour laquelle le pays a décidé d'augmenter de 1,4 milliard de dollars sa contribution au capital de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Cette dernière a la mission d'attirer les investisseurs en énergie propre. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers la promotion des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. Au premier trimestre 2019, la production d'énergie électrique dans le pays a atteint 2737,29 GWh, dont 67,55% d'origine thermique et 32,45% d'origine hydroélectrique, et quasiment rien pour les énergies renouvelables. Pour préserver les producteurs indépendants d'énergie porteurs de projets contre les retards et défauts de paiement, la Côte d'Ivoire a augmenté sa souscription au capital de l'ACA, Agence d'assurance du commerce en Afrique, dans le cadre de la facilité régionale de soutien aux liquidités. La capacité de souscription de notre institution, qui auparavant était de 305 millions US$ pour la Côte d'Ivoire, et avec l'augmentation de la part contributive de la Côte d'Ivoire au capital de notre institution, cela porte notre capacité de souscription à 361 millions US$, soit 1,4 milliard US$. L'augmentation de la souscription de la Côte d'Ivoire à l'ACA permettra de booster le financement des projets de producteurs indépendants d'énergie renouvelable en cours et à venir. Il y a un projet que la KfW a déjà signé avec l'État de Côte d'Ivoire pour une centrale solaire qui sera à Boundiali de 50 MW. En décembre dernier, on a signé avec une société pour une production également d'électricité à partir de la biomasse de palmier à huile. En rappel, la Côte d'Ivoire a une capacité de production de 2229 MW. Il est prévu de porter la capacité installée à 4000 MW en 2030. L'objectif du gouvernement est de produire 42% de l'électricité du pays par les énergies renouvelables. La Côte d'Ivoire exporte de l'électricité à plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.
Il y a une denrée alimentaire qui est placée sous haute surveillance à Khartoum. Il s'agit du pain dont le prix a constitué l'élément déclencheur des manifestations de décembre 2018 au Soudan. Une révolution qui avait entraîné à terme la chute du président Omar el-Béchir. Mais le pain est désormais une denrée qui alimente le marché de la contrebande. Un sujet de Kamesh Katapoulé. Symbole de la révolution au Soudan, le pain à Khartoum est devenu la chasse gardée d'un groupe de volontaires. Leur objectif, endiguer la contrebande de farine et de pain, des produits vendus en grande quantité sur les marchés noirs et qui alimentent les pénuries de pain. Une situation qui prouve la fragilité du régime politique, 6 mois après le début de la transition vers un pouvoir civil. Nous contrôlons ce qui entre et sort de la boulangerie, principalement la farine avant qu'elle ne soit transformée en pain. Et si le pain sort, nous surveillons à qui il va, à quelle heure et pourquoi. Depuis le début de leur action, les volontaires ont déjà été confrontés à plusieurs cas de contrebande. En exemple, des coupables avaient vendu 2000 pains au triple prix en dehors de Khartoum. Pour redoubler de vigilance, les volontaires ont lancé une application, toujours en cours d'expérimentation. Elle nous permet d'enregistrer des rapports sur les boulangeries qui reçoivent des matières premières et sur les actes de contrebande. Tous ces rapports vont ensuite dans une base de données centrale, consultable dans tout le pays. Sur le long terme, ce groupe de volontaires espère étendre leur activité aux minoteries et aux réseaux de distribution. Ils souhaitent également que l'application puisse déterminer les lieux de contrebande et de détournement des approvisionnements. Dans le reste de l'actualité, le continent africain ne serait pas assez bien équipé pour affronter l'épidémie du coronavirus, aussi appelée Covid-19, en cas de contamination, selon l'Organisation mondiale de la santé. Raison pour laquelle l'OMS a alerté ce samedi sur la vulnérabilité des systèmes de santé en Afrique, en appelant les pays africains à prendre des mesures de contrôle drastiques. À noter qu'en 3 semaines, le nombre de pays africains capables d'effectuer des tests pour détecter le coronavirus est passé de 2 à 26. Notons également que depuis le début de cette épidémie qui est apparue en Chine en décembre 2019, un seul cas de contamination a été recensé sur le continent africain. C'était en Égypte. La première pierre des travaux du stade du Sénégal a été posée le 20 février 2020 par le président de la République Macky Sall, le fruit d'un projet présidentiel datant de 2018. Cette infrastructure de 156 milliards de francs CFA devrait accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse durant l'été 2022 à Dakar. Sa date de livraison est prévue pour le 20 août 2021. Reportage de notre correspondant El Adjenjaï. Le chef de l'État Macky Sall a procédé jeudi 20 février 2020 à la pose de la première pierre du stade du Sénégal à Diamniadio, situé à 30 km de Dakar. D'une capacité de 50 000 places, ce stade va permettre de combler le déficit en matière d'infrastructures sportives et va également permettre au Sénégal d'accueillir les grandes compétitions d'ici à 2027. Nous démarrons une nouvelle génération d'infrastructures publiques répondant à la vocation de Diamniadio d'être une cité intégrée et multifonctionnelle. Ce stade, j'ai eu l'ambition de le réaliser au lendemain du match Sénégal-Pologne en Coupe du Monde au Spartak Stadium de Moscou. Cet ouvrage ultra-moderne inclut également 2 stades d'entraînement dont l'un est équipé d'une piste d'athlétisme et d'une seconde tribune de 2000 places. L'ensemble entièrement alimenté par une centrale d'énergie solaire autonome développant une puissance de 2 MW. Ce jeudi 20 février 2020 est à n'en pas douter un grand jour pour le monde du football, le monde sportif et plus encore pour toute la jeunesse sénégalaise, avec ces cérémonies de pose de la première pierre du stade du Sénégal. Dans cette nouvelle ville de Diamniadio, porte d'entrée de notre pays dans l'ère de la modernité et du développement.
Ce stade qui devra accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse 2022, conforme aux normes de la FIFA, va coûter plus de 156 milliards de francs CFA et les travaux vont durer 17 mois. Ce stade de nouvelle génération se classera parmi les stades les plus performants du continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.